Salut à tous et bon retour ou bienvenue sur le canal de Cédric Vidéo en ce jeudi 23 janvier, vidéo en direct de Prague. Alors, je n'ai pas été très courageux, j'aurais pu la faire par exemple au château de Prague pour vous montrer également cette magnifique ville, puisque introduction, très belle ville, que ce soit de jour ou de nuit, c'est vraiment une ville magnifique, donc voilà, je vous la conseille d'un point de vue touristique. Je vous conseille aussi le stadion Letna, qui est le stade du Sparta Prague, stade ancien, vétuste, que l'on peut dire un petit peu à l'anglaise pour ce qui est bien de la visibilité. C'est assez proche de la pelouse, même très proche. Donc voilà, c'est un stade en plus qui est assez proche du centre, facile d'accès. Donc voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir un match à Prague et passer quelques jours. Donc moi, je n'ai pas été très courageux après le froid, parce qu'il fait froid en janvier à Prague. Petit détail, si vous pouvez y aller plutôt au printemps, ça peut être un petit peu mieux. Donc je n'ai pas été très courageux, je vous le disais, tranquillement à l'hôtel, au chaud. J'ai fait une brève vidéo hier soir depuis le stade, d'ailleurs, si vous voulez la voir pour les premiers enseignements, puisque le sujet de cette vidéo, c'est l'après Sparta Prague, Inter Milan, succès 1-0 de l'Inter. Et on va commencer par là, avec 1-0 encore, Coltomuso. L'Inter Coltomuso, une Inter qui d'Inzaghi est presque passé à Allegri en quelque sorte, puisque ça gagne sans prendre de but, ça sait se contenter de marquer un but et de fermer. 4e succès de suite de l'Inter en Ligue des Champions sur ce score de 1-0. Il y avait eu auparavant un succès 4-0 contre l'Étoile Rouge de Belgrade à San Siro, mais depuis c'est du 1-0 contre Arsenal, contre Berne, contre Leipzig et donc également ce mercredi contre le Sparta Prague. Vous ajoutez le 0-0 contre Manchester City. Ça fait donc 6 clean sheets et un but pris à la dernière minute contre le Bayer Leverkusen et encore un but avec cette histoire. Vous vous en souvenez sans doute du hors-jeu avant le corner, mais bref, ça c'est des détails. Les matchs de foot sont faits de détails. Si on rentre sur le moindre épisode, enfin voilà. Mais pour dire en tout cas que l'Inter est la meilleure défense d'Europe en Ligue des Champions. Un seul but encaissé, et donc ce qui veut dire quand même en marquant 8 buts seulement en 7 matchs, eh bien l'Inter est quasiment qualifié, puisque l'Inter possède 16 points. Avec 16 points, ça peut suffire pour se qualifier par rapport aux résultats que l'on a eu lors de cette 7e journée, que ce soit la défaite de Brest et que ce soit surtout la défaite du Bayern Munich. Tout ceci a un petit peu rebattu les cartes vers le bas pour les prédictions, et donc avec 16 points, ça peut suffire. J'ai commencé en parlant du nombre de buts marqués par l'Inter qui n'est pas foufou en cette campagne de Ligue des Champions. Du coup, il faudra sûrement un point supplémentaire à 17, c'est sûr à 100%. Donc un match nul le 29 janvier contre l'AS Monaco et l'Inter sera qualifié. Une victoire, elle sera dans le top 4 final. Ça ne change pas grand-chose. Au niveau du tableau, vous le voyez également en incrustation, c'est le tableau provisoire après cette journée. L'Inter, pour le moment, serait dans le tirage au sort avec Arsenal pour savoir qui est entre 3e et 4e, enfin, pour la place 3 ou 4 dans ce tableau façon tennis. Mais bon, ça va énormément bouger encore au niveau des barrages. Donc. Et d'ailleurs, le but de Lautaro, dernier petit point par rapport à l'ambiance, il y avait une belle ambiance tout de même au stade de Prague ce mercredi soir, et les supporters de Prague avaient décidé de faire un tifo lors de la 12e minute pour marquer le fait d'être le 12e homme. Pas de chance, Lautaro a marqué 10 secondes avant, donc ils ont quand même fait le tifo, mais c'est vrai qu'ils ont fait le tifo pendant la célébration du but de Lautaro, donc c'était un petit peu bizarre comme ambiance parce qu'il y avait le tifo, mais sans vraiment bruit. Il y avait les supporters de l'Inter qui chantaient, il y avait les joueurs de l'Inter donc qui fêtaient ce but de Lautaro, le 14e but de Lautaro en Ligue des Champions, ce qui veut dire qu'il égale Adriano comme meilleur buteur de l'histoire de l'Inter dans la principale compétition européenne. Si on ajoute la Coupe des clubs champions, Sandro Mazzola avec 17 buts est encore devant, donc Lautaro qui, pourquoi pas cette saison, on pourrait devenir même le meilleur buteur de l'histoire tout court. Ligue des Champions et Coupe des clubs champions réunis sous le maillot nerazzurro. En tout cas,
ça me pose une question, cette solidité que l'on voit de cette Inter Coltomouso, comme je disais un petit peu pour caricaturer, cette équipe qui sait marquer un but rapidement en première période et qui après concède très peu. Ce mercredi soir, ça peut faire 2-0. Ça se joue même à une pointe de chaussure de Di Marco pour que ça fasse effectivement 2-0. Ensuite, Dumfries marque, mais le but est annulé après un long check à la VAR. Lautaro, qui a une ou deux occasions supplémentaires, ça aurait pu faire un 1, puisque Sommer fait quelques arrêts importants. Mais on va dire que le 1-0 est plutôt logique par rapport au match, puisque l'Inter a tout de même concédé peu. L'Inter est dans la gestion une nouvelle fois. Et dans cette compétition, dans ce parcours de Ligue des Champions, ce qui est assez intéressant, c'est justement ça. C'est une Inter qui, sait cadenasser, qui sait jouer en équipe, qui sait être solide, qui sait souffrir peu au final. Alors, on peut parler des adversaires. Oui, quand tu joues contre Berne, contre le Sparta Prague ou un degré moindre Leipzig, puisque Leipzig, cette saison Ligue des Champions, est en grande difficulté. On l'a aussi vu contre Arsenal, on l'a aussi vu contre Manchester City. C'est une équipe qui concède très, très peu. En revanche, en championnat, on l'a encore vu ces dernières semaines, à Venise, contre Empoli, ce qui sont pourtant des équipes qui luttent pour le maintien, qui sont plus faibles. C'est plus difficile. À chaque fois, il y a des petites erreurs défensives. On prend soit un but qui relance le match, on l'a vu contre Empoli, soit ça passe à pas grand-chose contre Venise. Il y a beaucoup de souffrance, ça tremble, il y a des petites erreurs individuelles. C'est beaucoup plus difficile. Donc, savoir si c'est une question purement mentale, si c'est une équipe un groupe qui est un petit peu en fin de cycle et qui a donc du mal à se motiver en championnat, malgré le fait d'être tenant du titre, malgré le fait qu'il y ait cette course contre le Napoli, ou bien s'il faut aller chercher ailleurs les raisons, si c'est dans les préparations des matchs. En tout cas, il y a un petit peu ce Dr Jekyll et Mr Hyde, en quelque sorte, entre la Champions League, où l'équipe est concentration, on a l'impression que c'est vraiment tout en haut, et en revanche, ces difficultés en championnat, avec tous ces buts pris aussi dans la dernière minute. Alors certes, en Ligue des Champions, le but pris l'a aussi été à la 90e, mais il y a eu beaucoup de buts en championnat pris dans la dernière minute et surtout beaucoup de buts pris alors que l'Inter est en situation d'avantage, ce qui rouvre le match ou carrément permet à l'adversaire d'égaliser, voire ensuite de gagner. On l'a vu notamment contre l'AC Milan en Supercoupe, puisque j'ai inclus la Supercoupe au championnat. C'est tout ce qui est, on va dire, ce qui se passe en Italie et ce qui se passe à l'extérieur, on va dire. Le top 8 est quasiment assuré, je vous le disais. C'est plutôt important puisque, on va tout en revenir à la Serie A, puisque l'objectif principal, même si beaucoup de joueurs parlent de Champions, c'est malgré tout conserver le titre en Serie A. Et le Napoli court 6 victoires de suite. Et donc l'Inter n'a pas le choix, en fait, et doit gagner, de surtout alléger au maximum son calendrier. Top 8 par rapport à Playoff, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça fait 2 matchs en moins à jouer en février. L'Inter a déjà 7 matchs sûrs entre le 2 février et le 2 mars à jouer. 6 matchs entiers et les 70 minutes à finir contre la Fiorentina qui seront programmés courant en février. Et dans cette période-là, il y aura donc le Milan, la Juve et le Napoli. Les trois à chaque fois à l'extérieur, même si Milan, vous le savez, c'est un petit peu différent. Mais voilà, donc du coup, finir dans le top 8 est vraiment primordial pour la fatigue et puis aussi pour l'argent, petit point, puisque l'argent compte aussi, particulièrement en cette période. On va parler de mercato rapidement ensuite. 1 million d'euros si pour les équipes qui se qualifient en barrage, 11 millions d'euros pour les équipes qui se qualifient en huitième de finale. Alors certes, quand tu vas en barrage, tu as un match de plus à domicile, tu peux espérer 2-3 millions d'euros en fonction de l'adversaire, en tout cas pour un stade comme San Siro et pour des clubs comme le Milan et l'Inter. Par rapport aux 11 millions sûrs et avec 2 matchs en moins à jouer, je pense que c'est clairement, voilà, il n'y a pas trop de réflexion à avoir. Et puis ensuite, quand on passe en quart de finale, d'ailleurs, c'est 12,5 millions d'euros supplémentaires de primes. À chaque fois, ce sont les primes UEFA officielles. Donc, c'est plutôt pas mal. De l'argent qui pourrait servir au mercato. Buchanan, ça se confirme. Ausilio, avant le match, a confirmé qu'il y avait une idée de prêt, que ce soit le Torino ou d'autres clubs qui étaient intéressés par le latéral piston canadien qui a peu d'espace. Il revient d'une blessure et depuis son retour de blessure, c'est des bouts de match ici ou là. Mais pour le moment, il a vraiment peu d'espace et c'est sûrement pas appelé à beaucoup s'améliorer. Est-ce que son départ engendrerait une arrivée, notamment d'un défenseur central? C'est une possibilité. Simone Inzaghi, lui, botte en touche à chaque conférence de presse. Il préfère dire qu'il ne changerait pour rien au monde les joueurs qu'il a.
À chaque fois, il dit qu'il attend à Cherby et qu'il va revenir sûrement d'ici une dizaine de jours. Donc, on peut espérer le revoir peut-être pour le derby. Alors, dans quelles conditions à voir, puisqu'il était revenu sur le banc. De nouveau, il s'est arrêté. Donc, c'est assez compliqué pour le moment pour Acerbi. En tout cas, pour cet été, ça va être difficile pour Ausilio et Marotta s'ils décident d'activer la clause pour rompre le contrat d'Acerbi, puisqu'Acerbi est en contrat jusqu'en 2026 et De Vrij jusqu'en juin 2025. L'idée du club, de ce qu'il se murmure en tout cas, ce serait d'inverser, prolonger De Vrij et libérer Acerbi. Mais Acerbi, c'est clairement l'un, si ce n'est le soldat de Simone Inzaghi. Donc, bon courage, les gars, pour se séparer d'Acerbi et le faire passer à Simone Inzaghi. Et puis, bien sûr, de là de Buchanan qui pourrait laisser une place, pourquoi pas pour un défenseur central. Il y aura bien sûr le cas Fratesi qui devrait se décider si la Roma vient avec une offre à la toute fin du mois de janvier et après le match contre Monaco, puisque pour le moment, les listes en Ligue des Champions ne peuvent pas être modifiées. Et avec l'absence de Çalhanoğlu, l'Inter est court au milieu de terrain, donc ne laissera pas partir Fratesi avant, c'est une certitude. Ensuite, il faudrait la bonne offre économique pour libérer Fratesi, sachant qu'il a plutôt fait une bonne entrée ce mercredi. Davide Fratesi, il a eu une bonne incursion, offrant une balle de but à Lautaro, également une frappe. Donc, il semblait un petit peu plus concerné. Est-ce que les matchs précédents, c'était aussi les petits problèmes physiques qu'il avait qui le freinaient au-delà du côté mental où il semble un petit peu déconnecté? On verra. En tout cas, voilà, la question Fratesi qui sera aussi importante pour peut-être remodeler le milieu de terrain ou pas en last minute dans ce mercato qui fermera début février, le 3 février. Dernier petit point, on a un petit peu parlé d'argent. Déjà avec ces histoires de barrage ou de huitième de finale. Hier, ce mercredi, est aussi sortie la fameuse Deloitte Football annuelle. Vous savez, donc le groupe Deloitte qui publie chaque année les revenus des clubs européens. Et vous voyez là le top 20. Et lorsqu'on regarde ce top 20, lorsqu'on regarde le classement de la Ligue des Champions, on se dit comme quoi l'argent ne fait pas tout, même si on n'est pas encore au bout, bien sûr, de la compétition. Donc, ça peut encore pas mal changer pour ce qui est, bien sûr, des vainqueurs. Le Real Madrid, Manchester City sont toujours favoris, même s'ils sont en difficulté, que City, en gagnant, ira en barrage, mais en tout cas, est tout de même en grande difficulté, encore plus après la défaite à Paris. En tout cas, vous voyez que forcément, les plus riches ne sont pas les premiers, puisqu'à part Liverpool et Barcelone, pour les autres, c'est une campagne plutôt difficile. Et puis, on retrouve 13e l'AC Milan, 14e l'Inter Milan et 16e la Juventus. Je m'arrête quelques secondes sur ces trois clubs italiens. Donc la Juve qui est en baisse, vous le voyez avec ce tableau-là où j'ai pris les trois graphiques des trois clubs italiens faits par Deloitte. Donc la Juve qui sur l'année passée est en récession, c'est normal puisque la Juve a perdu de l'argent par rapport à la non-qualification en Ligue des Champions et l'exclusion des coupes européennes plus exactement par l'UEFA. Alors, il y a eu la non-qualification faite en Italie avec la pénalité de points et puis ensuite l'exclusion des coupes européennes. Donc, même pas de Conference League pour la Juve, mais bon, la conférence n'aurait pas apporté beaucoup d'argent. Donc, cette baisse s'explique par cela. Le club a perdu entre 50 et 80 millions d'euros au bas mot avec cette double sanction. Donc, on peut dire que la Juve, virtuellement, est au-dessus des 400. Et même si cette saison, on n'a pas de sponsor maillot, devrait repasser assez largement au-dessus des 400 millions. Du côté de l'AC Milan et de l'Inter, vous voyez donc l'AC Milan qui est en belle progression depuis 2020. Et je veux m'arrêter juste sur le niveau commercial, puisque l'AC Milan, bien très clairement, au niveau commercial, est passé en 2020 ou même 2021, on va dire, post-Covid, de 69 millions d'euros à 150. Alors que du côté de l'Inter, c'est assez stagnant, puisque vous voyez 113 millions en 2021. Ensuite, il y a eu 87 millions, 73 millions avec le non-paiement de Digital Bits en 2023. Et puis, donc, la saison passée, 112 millions de revenus commerciaux, alors que l'AC Milan, de son côté, ça est à 150 millions d'euros la saison passée de revenus commerciaux. Et la Juve, je vous le dis, donc 200 millions, même sans Ligue des Champions, juste en revenu commercial. Et l'Inter, donc, qui est plutôt en souffrance
dans ce domaine. Alors, cette saison, ça va s'améliorer puisque déjà, il y a un vrai sponsor top, hein, c'est Betson, qui est à peu près au niveau de Fly Emirates, donc l'écart devrait se réduire. Mais malgré tout, c'est sûrement le point à court terme sur lequel l'Inter peut le plus s'améliorer au niveau des recettes, puisqu'au niveau stade, eh bien, c'est compliqué de faire plus. Les prix ont augmenté. D'ailleurs, on voit sur les 2 derniers matchs de championnat où on est autour des 60-62 000 personnes, il y a eu une petite baisse de fréquentation puisque les prix sont élevés. Ce n'était pas des grands matchs. Il faisait froid, donc il faut aussi que l'Inter fasse attention tout de même à la grille tarifaire, puisqu'il y a eu une belle augmentation entre abonnement et prix du match. Il peut y avoir une petite amélioration au niveau du stade, mais en attendant un nouveau stade, et quand est-ce que le nouveau stade va arriver à Milan, que ce soit pour l'AC Milan ou pour l'Inter, avec ce nouveau projet ensemble de nouveaux San Siro à côté de l'ancien, on y reviendra sûrement dans une autre vidéo. Le point, en tout cas, d'augmentation des revenus, c'est clairement le niveau commercial. Et là-dessus, Octree s'active plutôt pas mal. Il y a eu pas mal de changements déjà au niveau des têtes, pas mal de changements, pas mal de personnes qui sont parties, qui ont été écartées par Octree, d'autres qui sont arrivées, recrutées par Octree, donc pour essayer bien d'améliorer ces points-là. Il y a aussi Antonello, qui est l'administrateur délégué, justement en charge de tout ce qui est la partie non sportive, et CEO également au niveau du conseil d'administration, qui va partir à la Roma. Ça a été annoncé. Là aussi, on va voir comment l'Inter va se réorganiser. Mais clairement, Octree veut améliorer cette partie-là puisque l'Inter a seulement quasiment cette possibilité d'augmentation, puisqu'au niveau sportif, très clairement, la saison passée, il aurait pu y avoir quelques millions en plus en Ligue des Champions, oui, mais c'est une équipe qui tourne à très très fort régime et qui en plus, quasiment chaque été, fait des plus-values sur le marché des transferts et donc apporte des revenus aussi par rapport à cela. Donc c'est compliqué de faire mieux au niveau sportif. En revanche, au niveau commercial, il y a de quoi faire mieux pour l'Inter et espérer grignoter quelques millions. Mais pour entrer dans le top 10, ça semble tout de même compliqué, à moins là, ce sera le sportif également à avoir une influence dans ce cas-là, avec un très très long parcours, notamment en Ligue des Champions. Bien voilà pour cette vidéo depuis Prague, après Sparta Prague Inter. On a évoqué un petit peu le sportif, on a évoqué un petit peu la partie économique donc de l'Inter. De mon côté, il me reste à vous saluer. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, commenter, partager et puis poser des questions. Comme ça, je réponds avec grand plaisir. Je vous salue. Je vais aller faire un petit tour au niveau de Prague et puis je vous embrasse. Ciao, ciao.